Bonjour les victorieux et les victorieuses, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de pouvoir à nouveau vous accueillir sur notre plateau, se reconstruire, c'est possible. Car oui, ce n'est pas un slogan, mais une véritable réalité que je vous invite et que je vous challenge à pouvoir expérimenter. Alors aujourd'hui, nous vous accueillons avec un super beau sujet qui est la place de l'entourage dans la reconstruction d'une victime de violences sexuelles. L'entourage a un rôle clé et primordial auprès des victimes. Mais c'est aussi l'endroit où l'entourage se trouve parfois le plus démuni et désarmé. Quand je parle de l'entourage familial, culturel, religieux ou amical. Mais c'est aussi l'endroit où les victimes se retrouvent parfois aussi rejetées et incomprises. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons le privilège de pouvoir avoir avec nous sur le plateau Monsieur Pierre-Éric Chauveau. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation afin que nous puissions ensemble aborder ce sujet qui, je pense, va pouvoir aider beaucoup de personnes aujourd'hui. Absolument, je crois. Vraiment. Alors, c'est vraiment une grande joie pour moi de pouvoir partager ce moment-là aussi avec notre invité et aussi avec vous, victorieux et victorieuses, parce que c'est une personne aussi qui a joué vraiment un grand rôle dans ma reconstruction. Et ce que vraiment j'aimerais que vous puissiez aussi comprendre, c'est la place et l'importance du rôle de l'homme dans la reconstruction des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Donc, je sais que je vous fais un peu languir tout cela, mais je vous invite aussi à pouvoir partager massivement cette émission, qui, je sais, va pouvoir aider les communautés culturelles dans lesquelles ce sujet-là est tabou, les communautés religieuses et les familles auxquelles ces sujets-là sont tabous, afin de pouvoir les équiper, afin de pouvoir les aider et surtout afin que nous puissions mettre un frein à ce fléau que représentent les violences sexuelles. Donc, nous allons donc commencer. Super. Alors, ma première question est, que pensez-vous des violences sexuelles, vraiment en général? Dans sa globalité. Dans sa globalité. Je pense que c'est un geste atroce qui rabaisse la femme et qui ne la valorise pas et qui détruit toute une génération, puisque la violence sexuelle, lorsqu'elle est commise, elle détruit quelqu'un de l'intérieur et aussi dans son psychique, et l'amène à vivre avec une blessure qui, bien souvent, si elle n'est pas traitée, elle se reproduit dans les familles, elle se reproduit dans les enfants. C'est pour cela qu'il est très important de dire aux femmes de se valoriser et de dire à ces prédateurs de se faire soigner ou de se dénoncer eux-mêmes avant de passer à l'acte, parce que c'est très important, on détruit les vies de cette façon. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup pour votre avis. Et selon vous, quelle est la place de l'homme au travers de tout ce que les violences sexuelles représentent? Parce que nous voyons que c'est vraiment un mouvement qui est vraiment généré par les féministes, par les femmes, et souvent les hommes se retrouvent rejetés par rapport à ça ou n'osent pas prendre leur place. Mais quel est le rôle des hommes dans ce phénomène? Enfin, pas un phénomène, mais face à ce fléau-là. Aujourd'hui, nous voyons que les hommes sont principalement les agresseurs. Certains sont les agresseurs et ce sont des gens qui eux-mêmes ont été agressés mais qui agressent les autres. Mais nous ne pouvons pas rester sur ce fondement en disant que parce qu'ils ont été agressés, qu'ils doivent agresser, avoir des victimes. Alors le rôle des hommes aujourd'hui, je pense que le premier traitement des hommes doit venir de leur propre famille. Je pense que le premier endroit à enseigner à un jeune homme, à un garçon, de respecter une jeune fille et après de respecter une jeune femme, c'est dans la cellule familiale. Et je pense que la responsabilité des parents sont énormes dans ce niveau-là, à amener chaque garçon, chaque jeune homme, chaque homme à respecter la femme et de se positionner comme étant, comment dirais-je, une aide pour la femme, valoriser la femme, puisque la femme n'est valorisée qu'aux yeux de l'homme, des hommes qui les aiment. Et aujourd'hui, nous voyons que la femme est utilisée est vue comme un objet. Et non, nous devons cesser, les hommes doivent cesser de voir la femme comme juste un objet de plaisir. Exactement. Et par rapport à la culture, parce que c'est vrai que vous avez parlé de la cellule familiale, mais je pense aussi que la culture a un gros poids aussi dedans, face au tabou.
Que pouvez-vous nous dire par rapport à cela? Si on doit parler du poids de la culture, nous devons voir la culture japonaise, la culture chinoise, la culture arabe, orientale du moins, la culture africaine et autres. Et le poids de la culture est quand même énorme, puisque souvent quelqu'un agressé n'ose pas, par rapport à sa culture, de dire ces choses-là à la famille, puisque souvent les familles veulent garder les choses secrètes pour ne pas éclabousser le reste de la famille. Alors garde cela tabou. Je pense que le rôle de la famille et le rôle des traditions, de la culture ont un véritable poids. Et je pense que ce sont des tabous qu'il faut casser. Puisque, bon, en cassant ces tabous-là, on va au-delà de la culture, on sauve des êtres. Alors, si l'homme est capable aujourd'hui de prendre soin des animaux, de recueillir des animaux pour les soigner, d'investir dans les animaux, et voilà, s'ils sont capables de le faire pour des animaux, mais pourquoi pas le faire pour des êtres semblables à nous-mêmes? C'est-à-dire, comment dirais-je, casser ces tabous pour protéger nos jeunes filles, nos fillettes, et faire en sorte que la culture ne puisse pas être la barrière qui nous empêche de parler de ce sujet. Exactement. Et nous avons beaucoup remarqué, nous en tant que victimes, que dans les familles très patriarcales, c'est-à-dire où la place de la femme n'est pas respectée, où la femme est écrasée, où la femme n'a pas son consentement, où la femme n'a pas d'avis, encore moins de place, si ce n'est qu'à la cuisine ou dans les petites tâches ménagères. Non, parce que c'est des réalités qui sont importantes à aborder. Et du coup, quand on a vu le grand-père faire, quand on a vu le père faire, logiquement, le fils va aussi reproduire. Comment pouvons-nous en fait casser cela? Même si nous avons en fait reçu cette éducation-là. Oui, c'est très délicat de parler de cela. En même temps, si on doit regarder les choses de façon objective, je pense qu'aujourd'hui, il est très important pour la femme de se positionner. D'abord déjà en se respectant, en respectant aussi l'ordre familial, ce qui est très très important. Aussi pour la femme de se vêtir, puisque l'homme et la femme sont différents. Voilà, l'homme fonctionne à partir de ce qu'il voit, et la femme est aussi intérieure, voilà, très intériorisée. Et tout cela, nous devons savoir peser le pour et le contre de tout cela. Qu'est-ce qui amène tous ces hommes à dénigrer les femmes, à mettre les femmes en pensant que la femme est un sexe faible, que la femme, sa place est derrière ou cachée ou ces choses-là. Certaines cultures ont développé ça depuis des décennies. Et je pense qu'aujourd'hui, sagement, on peut reconstruire. Un homme et une femme peuvent marcher ensemble, réfléchir ensemble, bâtir ensemble, prendre de l'autorité, que ce soit au travail, dans la politique, dans le monde de la politique. La femme a sa place. Je pense qu'il faut cesser de voir la femme comme un sexe faible ou simplement un objet sexuel, mais un être égal aux hommes. Voilà. Et je pense que c'est la définition de voir la femme comme étant un sexe faible qui la place comme étant soit à la cuisine, lave les vêtements, alors qu'elle peut faire plein de choses. N'oublions pas que la femme est l'équilibre de l'homme. Exactement, merci de le rappeler parce que c'est vrai que c'est très important et c'est là aussi vraiment où je vous interpelle. C'est pas parce qu'en fait on a vu ces choses-là être reproduites dans notre culture ou dans notre cercle familial que nous sommes dans l'obligation finalement de le reproduire parce que c'est ce qu'on dit et nous pouvons, chacun d'entre nous chacun d'entre nous peut mettre fin finalement à ce cycle-là pour pouvoir changer les choses, mais c'est en fait une question de responsabilité et de décision. Et aussi d'éducation. Puisque, bon, je pense que la culture et toutes ces choses prennent beaucoup de place lorsqu'il n'y a pas l'éducation. L'éducation est très importante.
par l'éducation, on peut éduquer les hommes et les femmes à respecter l'un et l'autre. Et puis nous pouvons voir que, vous savez qu'à travers le monde, des grands scientifiques sont des femmes, des chercheuses sont des femmes, des chirurgiens sont des femmes, des pilotes d'avion sont des femmes. Alors nous pouvons aujourd'hui recadrer les choses et puis ne plus regarder la femme comme étant aérée ou n'étant pas aux dimensions qu'il faut. Il faut commencer à regarder la femme comme étant un être comme chacun, comme un homme, quoi. Et qu'elle puisse apprendre à se positionner. Elle va à l'école, elle est à l'université, elle a des responsabilités. Qu'est-ce qui lui manque pour, voilà, pour faire fonctionner ce monde? Et sans la femme, vous le savez bien, un foyer est bancal sans la femme. La touche de la femme dans la vie de l'homme et dans la vie de la société est tellement important que lorsque la femme n'est pas là, cela se voit immédiatement. Exactement, merci pour cela. Il y a une problématique qu'on rencontre souvent, c'est que les communautés ont souvent des responsables culturels et ils ont souvent un grand avis par rapport à ça, mais souvent les victimes se retrouvent rejetées par rapport à ces communautés parce que justement, en fait, ils veulent garder le secret, ils ne veulent pas que ça puisse être entaché. Comment vous pouvez aujourd'hui équiper, aider, apporter un conseil finalement à ces hommes qui sont responsables culturels? Vous voyez, quand on parle de mariage, d'événements familiaux, il y a souvent des communautés culturelles qui se réunissent où ils prennent les décisions et souvent les victimes se retrouvent finalement enfermées en fait dans cela et se retrouvent rejetées et souvent ces encadrants-là culturels se retrouvent aussi démunis face à cela. Je pense que la première des choses qu'il faudrait mettre en place et comprendre, c'est que l'importance dans tout cela, c'est la victime. La victime doit d'abord s'affranchir de ses douleurs et après aller vers la communauté, s'entretenir avec la communauté. Lorsqu'elles sont guéries, lorsqu'elles sont, comment dirais-je, elles sont libres, elles peuvent aller vers la communauté, commencer à faire un travail, puisque ces communautés, comme je l'ai dit précédemment, ont vécu comme ça pendant des décennies. Et je pense qu'il y a un travail d'éducation, d'information à apporter dans les communautés et au fur et à mesure apporter le changement et puis savoir en parler. Je pense que les jeunes filles parlent toujours à leur maman. Il faut déjà commencer à parler aux mamans. Et puis le rôle des mamans aujourd'hui, c'est aussi de parler aux papas et après de la famille, d'en parler ensemble et de faire en sorte que voilà, que cela ne soit pas répétitif dans les familles. Il y a tout un travail à faire, mais c'est un travail qui prendra du temps. Parce que pour casser, comment dirais-je, un système de pensée, pour casser un mode de fonctionnement, il faut enseigner le contraire. Il faut enseigner ce qui peut améliorer et démontrer que voilà, ce n'est pas en gardant une culture peut-être ancestrale qui rabaisse la femme que notre société va se développer. D'où l'importance de la prévention. C'est là vraiment qu'on voit l'importance de l'information, l'importance d'avoir le courage d'aborder ces sujets parce que c'est la clé aussi de la liberté, la clé aussi pour que ces fléaux vraiment puissent s'arrêter. En tout cas, merci pour ces conseils qui, je pense, vont pouvoir aider vraiment énormément de personnes. Et pour mon autre question, c'est en tant que autorité spirituelle, parce que je sais aussi que vous êtes pasteur et je sais que cela, je sais que beaucoup de victimes se retrouvent aussi dans les églises. Comment en fait vous faites pour pouvoir les aider? Quand je parle aussi d'autorité spirituelle, bien évidemment, je parle aussi des communautés aussi religieuses qui peuvent être bouddhistes ou musulmanes, enfin, peu importe l'autorité spirituelle. Je pense que beaucoup de victimes parfois viennent aussi les solliciter, mais elles se retrouvent parfois aussi face à des murs où pensent que aussi le côté de la foi ne peut peut-être pas être abordé sur ces sujets-là. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Moi, ce que j'en pense, c'est que toute personne ayant été victime ou une blessure doit avoir l'écoute de ceux qui sont en autorité spirituelle ou autres et doit porter l'écoute et sans juger parce que quelqu'un qui vient vous dévoiler son cœur ou ses secrets de sa vie n'est pas à être exposé, mais ni ne pas entendre, mais il faut apprendre à écouter et puis apporter son aide. Voilà, ce qui est très important, c'est de pouvoir discerner, voilà,
les profondeurs des blessures, même si on ne les connaît pas, mais via le langage, voilà, un viol, c'est quelque chose de très violent, c'est violent, c'est briser la vie de quelqu'un. Et je pense qu'il faut apporter l'écoute et l'aide qu'il faut à ceux et celles qui viennent s'exprimer vis-à-vis de nous. Et pensez-vous que les violences sexuelles est un sujet tabou dans le milieu religieux? Que ce soit le viol conjugal, que ce soit l'inceste, parfois aussi, qui est fait bien sûr. Dans ces milieux-là. Qui va se réjouir de parler de viol avec un grand sourire? Non, c'est un sujet qui est tabou, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut être apte à affronter ces choses et à en parler, à casser ce tabou, parce que derrière toutes ces souffrances, on ne va pas garder une culture religieuse, se cacher derrière nos façons de fonctionner et empêcher des personnes d'être guéries de leurs blessures intérieures. Et souvent, nous savons que la plupart des viols se passent souvent en famille, dans les familles. Et parfois, c'est des gens qui sont bien connus, bien placés, dans lesquels personne ne soupçonnerait. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire, on ne peut pas sur le visage de quelqu'un dire qu'il n'est voilà, qu'il n'est pas un prédateur. Nous voyons aujourd'hui toutes les histoires qui sortent à la télévision aujourd'hui et nous voyons qu'il y a dans toutes les sphères de la société des hommes et des hommes qui ont abusé de femmes de façon sexuelle. Merci beaucoup pour cette réponse parce que c'est vrai que dans le milieu religieux, parfois c'est vraiment très tabou. Les gens n'osent pas en parler, surtout même quand c'est au niveau même du viol conjugal ou au niveau de l'inceste, on ne veut pas que ça sache pour pas entacher aussi voilà, la religion ou toutes ces choses-là, mais j'aimerais vraiment aussi encourager vraiment chacune des victimes à trouver une oreille. Peu importe où vous vous trouvez, peu importe votre foi, vous pouvez toujours trouver une oreille qui va pouvoir vous écouter et vous conseiller. Parce que moi, c'est aussi ce que j'ai trouvé aussi au travers de vous. Comme je disais au début de l'émission, j'ai été brisée par les hommes. Mais vraiment, la chance et la grâce que j'ai, c'est d'avoir été rebâtie par les hommes. Parce que je pense que si les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, en tout cas qui ont eu un grand rôle dans ma vie, ne m'avaient pas rebâtie, j'aurais pu devenir misandre, c'est-à-dire être une anti-homme, être une féministe amère. Ça aurait pu même peut-être même me faire tomber même dans le lesbianisme tellement j'étais écœurée des hommes finalement. Et c'est ces hommes-là en fait qui m'ont rebâtie et j'aimerais qu'on puisse en fait échanger pour qu'on puisse aussi voilà partager notre histoire de reconstruction et du rôle que vous avez eu aussi dans ma vie parce que c'est vrai que j'étais totalement brisée. J'avais perdu confiance aussi à la figure masculine et si vous pouvez un peu ouvrir votre cœur au public en partageant un peu notre histoire. Oui, l'histoire de Sarah. Miss Kay, Mrs. Kay, c'est ça. C'est bien ça. Mrs. Kay, ouais. Oui, c'est... Non, c'est toujours très particulier de pouvoir prendre... Moi, je dis toujours, lorsqu'on n'est pas dans le jugement, on peut aider. On est plus fort lorsqu'on ne peut pas juger. Je pense qu'aujourd'hui, cette société, elle pose une étiquette, elle juge à la moindre erreur, elle ne donne aucune chance et vous êtes piétiné immédiatement. Et tout ce travail qu'on a fait ensemble et ce parcours qu'on a fait ensemble avec toi, c'était le travail de la patience et le travail de valoriser, de te valoriser, de te faire reprendre confiance en toi-même. Et surtout que tu aies une autre image de toi-même. Parce que bon, d'utiliser quelqu'un sexuellement, brutalement, ça détruit l'image. Alors il faut apprendre à la personne à se... Comment dirais-je? À se... réaimer encore, je ne sais pas si ce mot existe, ça, oui, mais je l'invente. Voilà, mais je l'invente. Et à s'aimer, à se valoriser, parce que la plus grande valeur que chacun possède, chaque individu possède, c'est la valeur qu'il donne de soi-même. Et la plupart des hommes et des femmes attendent une valeur extérieure. Mais lorsque tu découvres ta propre valeur, et c'est ce travail que nous avons fait, c'est de t'amener à
découvrir ta valeur. Et aujourd'hui, tu es en train de faire un travail extraordinaire à aider des femmes à se reconstruire, puisque ton chemin, ton parcours, c'est vrai que tu as été assisté. On n'a pas crié sous les toits, voilà. Mais par contre, on a travaillé pendant longuement ensemble, à discuter, à partager, et puis avoir comment dirais-je, à donner des objectifs. Et puis, c'est ce que tu fais, et tu le fais très, très bien. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup. C'est vrai que même par rapport à mon apparence, parce que quand on s'est rencontrés, c'est vrai que je n'avais pas ce look que j'ai aujourd'hui. Et comment, en fait, vous avez fait aussi pour pouvoir que je puisse retrouver confiance? Ça, comment vous avez travaillé ça? Parce que j'étais quelqu'un qui avait quand même un sacré caractère. Je m'ouvrais pas aussi facilement. Comment, en fait, moi, j'aime utiliser ce terme-là qui, vous m'avez dompté, en fait. C'est vraiment ça. Vous avez su me canaliser parce que parfois, on ne sait pas comment canaliser une victime. Elle peut être agressive, elle peut être susceptible. Parce que vous connaissant, je sais que vous avez un caractère. Mais je sais qu'avec moi, vous m'avez pris autrement. Vous avez une autre attitude avec moi, en fait, pour pouvoir, en fait, me rassurer. Est-ce que vous pouvez un peu nous partager cela? Oui, il fallait te mettre en confiance parce que on voyait que ta douleur se voyait à l'extérieur. En d'autres termes, tu ne prenais pas totalement soin de toi-même. Voilà, tu vivais. Tu simplement vivais. Et le but, c'était de t'apprendre à te redécouvrir. Et par le fait des mots, parce que c'était des mots choisis, jamais des mots de condamnation, c'était des mots qui te valorisaient. Je me souviens le jour où je t'ai dit, bon, il va falloir que tu apprennes à prendre soin de toi, tu vois. Voilà, soin de toi, soin de ton image. Et ça, c'est quelque chose que tu as dû, comment dirais-je, qui a pu te gêner au départ. Mais il fallait passer par là, parce que dire les choses pour ramener l'autre à se retrouver, à se reconstruire, il faut savoir dire les choses, mais dire la vérité avec amour aussi, avec amour. Et puis, je t'ai amené à avoir confiance en toi et aussi de nous faire confiance. Voilà, parce que tu savais que, voilà, que j'avais mon épouse, que je traite, voilà, je prends soin de mon épouse. Et c'est aussi une image qu'on peut aussi envoyer, parce qu'on ne peut pas envoyer simplement des mots. Il faut aussi que les gens voient votre exemple dans la vie de tous les jours. Si dans la vie de tous les jours, comment dirais-je, vous prenez pas soin de votre famille, de vos enfants, de votre épouse, celle qui vit à côté de vous, si vous ne le faites pas, cela ne peut pas aussi envoyer un message à l'autre. Je pense que c'est l'environnement qui t'a aussi envoyé un certain message, qui t'a rassuré et qui t'a aussi dit, ah ben, je peux aussi bâtir quelque chose, je peux aussi me sortir de là où je suis, je peux aussi transformer mes douleurs d'une autre façon. Et c'est c'est ce travail que tu es dedans, que tu continues de travailler dessus et que tu amènes d'autres à faire, et pour pouvoir retrouver une vie et puis se dire, et voilà. Je suis un être humain, je suis aussi quelqu'un. Je ne peux pas continuer ma vie à regarder le sol et puis laisser le bonheur pour les autres. Exactement. Et moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est la considération que vous avez eue pour moi. On ne m'avait jamais considérée comme ça. La patience et le temps qui m'a été accordé, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Mais ces temps de partage que vous m'avez accordé, cet amour, cette considération m'a vraiment rebâti. Je me suis dit, mais finalement, je suis quelqu'un. Et on peut m'apporter de la valeur et de l'importance. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup sécurisé. Ça m'a beaucoup équipé. Surtout, bon, dans mon histoire personnelle, c'est vrai qu'il n'y avait pas que les abus, mais je n'avais pas aussi cette figure paternelle-là qui était là. Et c'est vrai que malgré que j'étais adulte et que j'avais déjà 25 ans passés, eh ben, ça a reconstruit, en fait. Ça m'a redonné, en fait, ce que je n'avais pas eu auparavant. Et c'est ce qui m'a amené aussi à pouvoir me marier après. Parce que si je n'avais pas eu déjà confiance en vous, je n'aurais pas pu m'engager avec mon mari. Ça, c'est certain, mais ça, c'est quelque chose que je vous partagerai à la prochaine émission, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'était très précieux pour moi.
Et ce partage-là, pour moi, était vraiment important pour pouvoir vraiment encourager finalement en fait l'entourage, à leur dire qu'ils ont vraiment un rôle important. Bien sûr, le rôle de l'entourage, c'est d'être à l'écoute, d'être aussi attentif. Parce qu'on peut écouter et ne pas entendre. Il est très important d'écouter, d'entendre et de participer à la reconstruction de l'autre. Il ne faut pas simplement juste prendre l'information et ne pas travailler sur l'information. Quelqu'un qui vient répandre sa vie devant vous, si vous êtes un membre de famille, si vous êtes un père, si vous êtes qui que ce soit que vous soyez dans la société, si vous rencontrez des victimes du viol, la première des choses, c'est de ne point les juger. Parce que le jugement, je pense que c'est la seconde sentence qui détruit quelqu'un et qui la rabaisse encore une deuxième fois. Je pense qu'il faut apporter l'écoute et dans l'écoute, apporter des réponses, de l'aide, ou quand on ne sait pas, on se tait. Mais nous sommes toujours présents et nous démontrons l'amour, parce que l'amour est aussi, comment dirais-je, un médicament très efficace, très efficace pour fermer les cicatrices et qui permettent à l'autre de se reconstruire. Et c'est parfois des gestes simples, des mots simples, et une présence aussi continuelle. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons comment les gens peuvent délaisser quelqu'un très rapidement, voilà, parce qu'ils n'en tirent pas d'intérêt, parce qu'ils ne, voilà, ils ne lui apportent rien. Alors que aujourd'hui, la plus belle récompense que j'ai, c'est de voir que voilà, ta vie est reconstruite, tes enfants sont là, ton époux est là, l'émission Mrs K va aller pour aider d'autres à se reconstruire. Et c'est ça le but. Lorsque vous êtes guéri, lorsque vous avez compris le processus comment dirais-je, qui vous a amené à la guérison, eh ben, c'est la chose qu'il faut faire. Et je te vois aussi prendre la même patience que j'ai manifestée envers toi, les mettre vers un plus grand nombre. Et c'est un travail qu'il faut aussi valoriser. Et je tiens à saluer tous ceux qui travaillent dans l'équipe, dans cette équipe, et tous ceux qui s'investissent aussi et qui portent une oreille attentive à cela. J'interpelle par cette émission le gouvernement et même ceux qui, les journalistes, de donner, comment dirais-je, un écho à ce travail qui est fait pour aider la femme, parce que si nous aidons les femmes d'aujourd'hui, alors notre société se portera vraiment mieux et seront mieux. Ouais. En tout cas, merci infiniment. Merci infiniment pour ce partage, pour tous les conseils et les clés que vous avez pu apporter aux familles, aux entourages aussi qui nous regardent, parce que je pense que tout ce que nous avons partagé va vraiment pouvoir les aider. Donc, vous voyez, victorieux, victorieuse, se reconstruire, c'est véritablement possible, ce n'est pas un slogan. Le temps que vous accorderez, vous, l'entourage, aux victimes n'est pas vain. Même si vous ne voyez pas les résultats sur le moment, sachez que ça va porter du fruit un moment ou un autre. Parce que l'écoute que M. Pierre-Yves Chobo m'a accordée m'a sauvé, m'a aidé, m'a reconstruit, m'a rebâti. Et pourtant, je sais que j'ai été un challenge pour vous. Que peut-être vous n'étiez même pas prêt à pouvoir accueillir une fille dans mon état comme ça. Peut-être c'était votre première fois. Mais malgré que c'était votre première fois, vous avez pris votre responsabilité. D'où l'importance de l'engagement que chacun peut prendre, que ce soit une amie, un père, quelqu'un dans la culture, que ce soit au niveau de la religion. Chacun peut prendre la décision de tendre la main à une victime pour pouvoir l'aider sur le chemin de sa reconstruction, avec toutes les clés que M. Chobo a pu vous partager. Donc voilà, c'était l'émission Se reconstruire, c'est possible. Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé et nous vous invitons véritablement à pouvoir partager cette émission qui va aider
beaucoup de familles à se reconstruire, qui va équiper les communautés religieuses et culturelles. Et n'oubliez pas, aborder ces sujets-là afin de pouvoir aider, afin de pouvoir reconstruire, afin de pouvoir rebâtir ce qui a été brisé dans les vies de tous ceux et celles qui vous entourent, qui ont été victimes de violences sexuelles. Mais surtout, mettons fin à ce fléau. Parce qu'ensemble, véritablement, je pense que nous pourrons faire des grandes choses. Absolument. J'appelle aussi toutes les communautés, quelles que soient les communautés, quelles que soient les cultures, de partager aussi cette émission qui vont beaucoup aider nos jeunes filles, nos enfants de demain, et qui va aider la culture à s'améliorer, puisque la culture n'est pas simplement un mur qui a fini d'être construit, on peut encore l'améliorer. Et ça peut rendre notre société meilleure et la vie des femmes aussi beaucoup plus à l'aise. Et je demande aussi à toutes les femmes de se regarder autrement, comme étant un plus dans notre société. Voilà, c'est très, très important. Et à toutes les victimes, vraiment, connectez-vous à cette plateforme avec Mrs K et d'autres s'ils font le même travail de la même façon. Mais je peux dire le sérieux que c'est de Mrs K et du travail et de l'exigence qui lui est demandée aussi, qu'on lui demande aussi. Et elle prendra soin de vous et vous aidera énormément. Alors, si vous vous trouvez aussi dans d'autres nations et que vous avez besoin d'aide de ce côté et de conseils, n'hésitez pas, Mrs K est là. Merci infiniment, merci beaucoup. Et est-ce que vous avez un dernier mot à passer aux hommes en général, pour qu'ils puissent prendre aussi leur place, pleinement leur place en fait, dans ce combat-là, parce que parfois ils se sentent rejetés. Ils ne veulent pas aussi s'engager parce qu'ils se disent que comme l'homme a brisé, l'homme ne peut pas reconstruire. Non, j'appelle les hommes à être des hommes par le fait de dire à un homme, le fait de pleurer ne fait pas de vous un homme faible. Le fait de vous sentir rejeté n'est pas une place définitive. Il faut savoir revenir là où on vous a rejeté et rebâtir et redonner l'image de l'homme, l'image du père, l'image du frère, voilà, l'image du grand frère. Il faut la redorer et pour cela, c'est le respect de l'autre. Le regard que nous jetons sur les femmes d'aujourd'hui, ils doivent être différents et osons, voilà, si des hommes ont osé violer, ils peuvent oser aussi passer par les mots, par la reconstruction et s'ils ont honte, il faut mettre la honte dans nos poches et revenir avec un cœur humble et se dire je peux rebâtir, je peux reconstruire, je peux être une aide et je peux être là, je peux être un grand frère, je peux être un père, je peux être un mari et la place de l'homme est très importante et l'homme doit redevenir l'homme et pas bestial en faisant des gestes qui tuent de l'intérieur. Voilà. Alors, vous pouvez le faire, messieurs. Ouais. Super, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre émission. Comme je le disais encore, merci infiniment. N'oubliez pas de la partager parce que nous avons l'assurance que cela va pouvoir vraiment aider beaucoup de personnes. Et je vous dis à très bientôt. C'était Mrs K pour vous challenger encore une fois. À très bientôt.